Bonsoir. Racine vous propose une émission spéciale consacrée aux composantes religieuses du conflit du Kosovo. Deux invités sont sur ce plateau pour nous aider à mieux comprendre une situation difficile. Les professeurs Ahmed Benani, professeur d'histoire, et Martin Hauser, professeur de théologie à Bucarest. Il y a peu de temps, les Serbes commémoraient une bataille, la bataille dite du Champ des Merles. Ahmed Benani, quelques informations sur cette bataille, ça date d'abord? Bien, écoutez, pour le Kosovo, c'est un lieu sacré. Le Kosovo est un lieu sacré pour le peuple serbe, précisément à cause de cette bataille de 1389 qui a vu s'affronter le prince serbe, Lazar, et le sultan turc Mourad. Depuis cette bataille, le peuple serbe perdra pour un demi-millénaire au moins son indépendance. Et cela est un moment important à cause de la sacralité du territoire et à cause de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire finalement cette tentative de forger une nouvelle identité nationale et religieuse pour le peuple serbe dans cette partie précisément des Balkans qu'on appelle le Kosovo. Martin Hauser, cette bataille a une composante religieuse. Comment est-ce que ça se conjugue? Alors, le même XIVe siècle dans lequel se situe cette bataille est extrêmement important aussi pour l'Église serbe orthodoxe, parce que c'est particulièrement, mais pas uniquement, mais particulièrement pendant ce XIVe siècle qu'elle s'est construite, qu'elle a pris ses formes et notamment qu'elle a été déclarée autocéphale, ça veut dire indépendante même du patriarcat de Constantinople. Ce moment culminant de l'histoire déjà de l'Église orthodoxe serbe et en même temps de l'ethnogénèse du peuple serbe coïncide donc quasiment avec cette bataille où le peuple serbe et en même temps aussi son Église en quelque sorte sont privés de leur liberté. Donc, pour une période très très longue. Ahmed Benani, est-ce qu'on peut dire que pour les Albanais ou les musulmans, cette période est aussi importante qu'elle l'est pour les Serbes, comme on vient de le voir? Elle est importante, eu égard par exemple aux polémiques auxquelles nous assistons aujourd'hui sur la problématique des origines. Les Albanais prétendent avoir une antériorité au niveau donc du territoire en tant qu'entité religieuse, en tant que musulmans, sur les Serbes. Et cette bataille dont on vient de parler, cette bataille de 1389, représente un tournant décisif pour la mémoire collective serbe. Les musulmans se sentent en gros chez eux. Ils vont d'ailleurs eux-mêmes s'affranchir de la tutelle ottomane et devenir, comme vous le savez, les Albanais du Kosovo. Ce qui est curieux, Martin Hauser, c'est que cette mémoire est une mémoire blessée, en fait, parce que c'est un échec. Alors c'est un échec qui génère des martyrs qui sont importants pour les orthodoxes serbes. C'est un échec et en même temps, comme j'ai essayé de l'expliquer, le XIVe siècle, c'est en même temps déjà un summum de l'histoire serbe et de l'histoire de l'Église orthodoxe serbe. Si on tient compte en plus du fait que la spiritualité des églises orthodoxes est toujours suffisamment tournée vers le passé pour toutes sortes de raisons et qu'on n'a pas du tout le même sens dans ces pays de l'historicité, alors on peut comprendre que ce qui est le passé revient aujourd'hui, non pas seulement parce que c'était un passé marqué par cette défaite, mais aussi parce que c'était un passé en même temps glorieux, le passé de ce même XIVe siècle. C'est un passé fondateur, si je vous comprends bien, fondateur à une sorte de temps sacré. Je vous propose, si vous êtes d'accord, qu'on remonte un peu l'histoire. Et une chose qui est frappante, cette région des Balkans dont nous parlons ce soir est une région soumise à de très fortes turbulences, et particulièrement depuis le XIXe siècle. La Serbie peine à trouver son indépendance dans une région décidément instable. Après la bataille du Champ des Merles en 1389, la région des Balkans se trouve divisée entre musulmans et chrétiens. En 1878, après 5 siècles de domination ottomane, la Serbie devient un État autonome. À la chute définitive de l'Empire ottoman, l'Albanie voit le jour et la Serbie double son territoire.
En 1916, le pacte de Corfou entre Serbes et Croates jette les bases de la future Yougoslavie, intégrant les minorités catholiques et musulmanes. Après la Deuxième Guerre mondiale, qui a vu la Serbie occupée par les Allemands, Tito prend le pouvoir et crée la Yougoslavie sous régime communiste. Dès 1990, le lien fédérateur disparaît et les différents peuples en viennent à revendiquer leur indépendance. Une région décidément compliquée, une histoire mouvementée. Qu'est-ce qu'il faut retenir, Martin Hauser, de votre point de vue du 19e siècle? Commençons par ce siècle-là. Le 19e siècle, c'est le siècle des libérations. C'est les peuples qui se manifestent, parfois, dirais-je, un peu comme des adolescents, si on me permet cette expression. Et c'est le moment également où on se libère non pas seulement d'un joug politique, mais aussi d'un joug religieux. C'est le moment où, notamment ce qui concerne les églises orthodoxes, elles redeviennent libres. De votre point de vue, Ahmed Benani, 19e? Oui, je dirais que le 19e, c'est effectivement le siècle des nationalités, de l'éveil des nationalités, sauf que dans cette région du monde, on assiste encore à un affrontement entre blocs, le bloc occidental ou chrétien et le bloc ottoman ou turc. De cet affrontement, évidemment, la défaite de l'Empire ottoman ou turc sera définitive dans les années 20, au XXe siècle, et il restera alors dans la région qui nous préoccupe, plus précisément les Balkans, un islam qui sera européen, qui sera intégré dans le cadre de la future Yougoslavie que Tito fédérera entre 48 et 80, et qui est une période de stabilité parce qu'elle assure aux uns et aux autres leur autonomie, voire leur indépendance. Et on a vécu pendant toute cette période en bonne intelligence où le facteur religieux n'était pas trop évident, trop apparent. Alors, facteur religieux pendant le communisme, Tito n'était pas spécialement en faveur des religions. Il a été relativement dur par rapport tant à l'islam qu'à l'orthodoxie. Ce n'était pas non plus la période de gloire de l'Église orthodoxe serbe, par exemple. Elle a connu des difficultés pendant cette période, mais elle n'était pas du tout la seule à les connaître. Aussi, l'Église catholique, les activités de ces églises étaient limitées pendant toute cette période. Est-ce qu'on peut dire que les gens étaient moins pratiquants, mais gardaient une sorte de lien symbolique à la religion ? Cela, on peut le dire sans doute, malgré que la propagande athée a aussi joué son rôle et a connu une efficacité qui est non négligeable. Pour l'islam, ça n'a pas joué de la même manière. Je donnerai deux petits exemples, puisqu'on est finalement très pris par le temps. Je donnerai le premier exemple, qui est celui de Sarajevo, où c'est la ville européenne où il y a le plus de mariages mixtes. Le second exemple, qui est un petit peu plus anecdotique, c'est que les Albanais du Kosovo, certains d'entre eux conservent encore le portrait de Tito dans leur maison. C'est dire que le facteur religieux du côté musulman n'a jamais été mis en avant. Et ce qui est encore plus frappant, c'est qu'à l'heure actuelle, ce sont les Serbes qui relancent la question religieuse. C'est à partir du point de vue serbe qu'on parle d'un conflit entre religions, alors que les musulmans ne le manifestent pas sur ce plan, mais sur celui des droits de l'homme et de la revendication nationale. Alors on va en venir à la situation actuelle. On l'aura compris, la religion orthodoxe, retournons à elle un petit moment de plus, devient une sorte de conservatoire de l'identité des Serbes. C'est pas tout à fait la même chose pour les musulmans. La religion orthodoxe devient en quelque sorte un emblème. Regardez. Martin Hauser, en voyant ces images, est-ce qu'on peut dire que les orthodoxes serbes retrouvent tout d'un coup la religion ? Certainement que ce caractère tempéré de la situation qui existait sous Tito n'est plus là, et une auto-manifestation, non pas seulement des nationalismes, mais aussi des églises, en l'occurrence aussi de l'église orthodoxe serbe, est beaucoup plus possible qu'auparavant. Et là, on a vu différents personnages qu'il faut présenter rapidement. Il y a Pavle, qui est le chef de l'église orthodoxe de Serbie. Il y a Alexis, le patriarche de toutes les Russies. Et puis, il y a bien sûr Milosevic. Comment ça se passe entre ces trois personnes qui sont toutes trois, bien sûr, orthodoxes? D'après ce que je sais, pour commencer avec lui,
Le président Milošević est fils d'un prêtre orthodoxe, donc même s'il est d'orientation socialiste ou marxiste, au départ, il a quand même un attachement à cette religion, c'est-à-dire à cette confession qui est l'orthodoxie. D'autre part, il est évident que l'orthodoxie est représentée en Serbie par le patriarche qui est Paul Ier, que nous avons vu sur ces images. Est-ce qu'il est très aligné sur le pouvoir? Parce qu'on ne sait pas très bien finalement ce que l'Église ou la hiérarchie orthodoxe serbe dit par rapport à Milošević. Ils sont assez distants. C'est assez curieux, n'est-ce pas? Il y a même des voix qui disent que toute la discussion serbe sur la Serbie et le contenu de la Serbie a été relancée par l'Église. Et c'est l'Église qui s'est intéressée déjà dans les années 80 ou même avant, même encore un peu sous Tito, aux lieux saints qui sont au Kosovo et qui a insisté sur la présence serbe au Kosovo. Le nationalisme serbe a été d'une certaine façon supporté ou même alimenté par l'Église. Mais les dérapages qu'il y a eu depuis quelques années n'ont plus été supportés de la même façon par l'Église serbe orthodoxe. Un mot peut-être sur la composante religieuse musulmane, ou une correction ou une nuance? Moi, je crois qu'il faut être très très clair. Depuis la crise du communisme, aussi bien dans l'ex-URSS que dans la Yougoslavie, on assiste à la fabrication d'un nationalisme identitaire à base religieuse. Et là, la composante slave, la composante orthodoxe est en train d'imposer au pouvoir politique finalement cette logique. Et il y a cette espèce de connivence actuellement entre un des plus grands opportunistes sur le plan politique, Milošević, et l'Église orthodoxe. C'est dans ce sens-là qu'on assiste à ce qu'on a appelé, à tort ou à raison, la purification ethnique, et qu'on est en train de considérer les populations musulmanes des Balkans comme des populations étrangères. Encore une fois, elles sont européennes et elles sont musulmanes, mais avec une proximité à la religion qui n'est pas du tout comparable à celle qu'on voit dans le reste du monde arabo-musulman. Le rapport à la religion n'est pas le même dans chacune des traditions, ça me semble assez clair. Alors je vous propose de terminer en regardant peut-être une nouvelle fois la carte de l'Europe, et si on considère la carte de l'Europe, une fracture se dessine bien, elle se dessine en fait aussi entre Orient et Occident. Alors Martin Hauser, quelle passerelle dresser entre ces deux mondes pour que la fracture ne s'augmente pas? Alors, la fracture a été augmentée par les frappes militaires auxquelles nous assistons en ce moment encore. Et ce qui est particulièrement difficile, c'est que nous avons des deux côtés, par exemple, des chrétiens, les uns qui frappent, les autres qui subissent. Et nous imaginons bien que le dialogue entre les églises chrétiennes de l'Occident et de l'Orient est alourdi et devenu extrêmement difficile. Plus concrètement, je pense, pour donner cet avis personnel, il faudrait mettre à une table, parce que nous les avons vus ici sur l'écran, le patriarche de Moscou et de toute la Russie, le patriarche de l'Église orthodoxe serbe, ainsi que l'archevêque de Canterbury qui est de l'autre camp, et avec d'autres représentants, il faudrait essayer d'entamer un dialogue. Se parler. Ahmed Benani, un autre défi qu'on peut tirer de la carte, c'est l'intégration des minorités. Est-ce qu'on peut maintenir et à quelles conditions ces minorités dans l'Europe? Alors, une première observation, c'est-à-dire l'histoire de l'Orient, ou ce concept d'Orient, est un concept qui est parfaitement maintenant imaginaire. Il existe dans l'imaginaire social. On est en Europe. On a en Europe des minorités religieuses de toutes sortes. D'un côté de cette Europe, en Europe occidentale, les choses se passent plutôt bien. L'islam est la deuxième religion de l'Europe occidentale. Il est très mal vu et bouté dehors à coup de déportation du côté slave, du côté balkanique. Alors, ce qu'il faudrait, c'est simplement que le modèle occidental qu'il faut affiner soit généralisé, sinon on va arriver à cette catastrophe qui a déjà touché une religion en Europe, c'est-à-dire l'Holocauste du peuple juif. Et ce n'est pas un hasard si ceux qui entretiennent la mémoire, les juifs, les intellectuels juifs, sont les premiers à se mobiliser pour la défense des minorités musulmanes du Kosovo. Dani, ce sera le mot de la fin, même si c'est difficile de conclure. Des analyses qui vous sont offertes pour que l'Orient et l'Occident ne montrent pas le pire d'eux-mêmes. De quoi réfléchir, j'imagine, et agir, pourquoi pas, pour une Suisse qui peut, on ne l'a pas évoqué, mais on peut le dire en conclusion, qui peut peut-être jouer un rôle particulier. Madame, monsieur, bonsoir.
Ah là, un peu de gain là, de Dieu. Bon, turlututu, je m'entends, c'est parfait. Ouais, pile poil alors. Dieu, t'es bon. Tu vois la technique quand même, ce que c'est. Ouais, heureusement qu'il y a des pros encore. Souci, pile poil. Non, mais elle résonne pas trop, cette cabine. Non? Non, mais attends, attends, je fais un essai. Vu qu'on a le temps, je le mets plus haut et puis plus près.